Alain, propos d'un Normand. Bijoux et armures. D'où vient cette mode si ancienne des bagues, bracelets et colliers? Si l'on ne considérait que les colliers et les bracelets, on pourrait croire que ce furent des signes d'esclavage, et il serait difficile de comprendre comment on arriva à les porter volontairement et avec plaisir, comme signe de puissance et de richesse. Et du reste, cette interprétation n'explique pas les bagues ni les boucles d'oreilles. Mais si l'on prend tous ces ornements comme d'anciennes armures, tout s'explique assez bien. La gorge est un des points vulnérables du corps, de là les colliers. Mais il y a sous l'oreille et au-dessus des colliers un point encore vulnérable, où l'on voit battre les artères carotides, et des plaques d'or ou de métal pendues aux oreilles pouvaient arrêter ou détourner une flèche ou une sagaie. Enfin, les coups de tranchant sur le poignet et sur les doigts mutilaient l'ennemi pour toujours, parce que les tendons coupés se rétractent et qu'ainsi la cicatrisation ne les répare point. Ce furent donc des blessures redoutées, contre lesquelles, bien avant le gantelet de fer, on trouva des bagues, minces en dessous, élargies et allongées en dessus, comme on les fait encore, et des bracelets, surtout à plusieurs cercles, qui protégeaient sans paralyser. Ces armures furent précieuses et désirées, en même temps qu'elles furent les signes du courage et de la force, puisqu'elles étaient portées par les guerriers. Chez nous, l'épaulette, qui fut d'abord une espèce d'armure contre les coups de sabre, est encore un ornement et un insigne. Comment les faibles, et notamment les femmes, aimèrent à porter de tels signes, comment ce qui était utile devint beau, comment l'armure devint ornement, ce n'est pas difficile à comprendre. Les gravures et ciselures s'expliquent de 1000 façons. D'abord, il y eut des bracelets glorieux, tout tailladés et bosselés dans les combats. Et puis on imita ces vénérables modèles, et les bijoutiers de ce temps-là, qui étaient armuriers, en étudiant ces lignes et ces formes, y découvrirent des figures régulières, des feuilles, des fleurs, des animaux, des visages, auxquels on prêta naturellement des vertus mystérieuses. Car je crois que le dessin fut inventé par hasard, et se trouva fait sans qu'on l'eût cherché. Par exemple, ce furent les nœuds du bois, respectés d'abord à cause de leur dureté qui ébréchait l'outil, qui donnèrent la première idée de la sculpture. Ceux qui ont sculpté des cannes savent bien que c'est la forme de la racine qui suggère l'image d'un homme ou d'une bête. Ainsi l'objet d'art étonna l'artiste tout le premier, car il ne cherchait que l'utile, et c'est avec ravissement, sans doute, qu'il découvrit, dans ses propres œuvres, une signification qui n'était point dans sa volonté. Et ce procédé est encore aujourd'hui celui des poètes, qui travaillent à égaliser leurs vers et à les faire rimer, sans prévoir les résultats quelquefois merveilleux de cette recherche tâtonnante. Et ces réflexions sont pour montrer qu'un archéologue trouverait occasion de réfléchir, si l'envie lui en venait. Ces exemples font voir où se trouve précisément la beauté et où elle est, si je puis dire, nichée. Ce qui est beau, c'est la rencontre de la nature et du sens, comme il est évident dans les bonnes rimes. Ce qui orne, ce n'est point de porter l'armure d'un brave, mais c'est d'y trouver son nom ou sa ressemblance, dans les entailles faites par l'adversaire. Encore mieux si l'artiste imite ce genre de hasard. C'est pourquoi, sans doute, il y a ce trait de la violence dans les gravures. On remarquera que tout contribue à compliquer les problèmes d'esthétique. Par exemple, de ce qu'une matière rare conserve mieux les marques, on pourrait conclure que cette matière est belle. Elle est belle parce qu'elle conserve une belle empreinte. 14 juin 1911